Je pense qu'il vaut mieux que tu partes, a annoncé ma femme au dîner de Noël. Le silence se fit dans la pièce. Puis ma belle-fille s'est levée, laissez-moi porter un toast à l'homme que vous venez d'essayer de congédier. La vérité est devenue ma vengeance. Je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Sylvie était assise à la table du dîner de Noël, douce et mielleuse, comme si elle m'offrait la dernière part de tarte. 30 paires d'yeux se sont braqués sur moi en même temps. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Un verre a tinté quelque part au bout de la table, puis plus rien. Pas même le faible bourdonnement de la conversation. Juste le radiateur qui cliquetait dans le coin et le léger sifflement de la neige contre la fenêtre. Pendant une seconde, je n'ai pas bougé. Je sentais encore le poids de ma fourchette dans ma main, comme si mes doigts avaient oublié comment la lâcher. Puis, ma belle-fille a repoussé sa chaise. Émilie s'est levée avant moi, grande et stable, le visage pâle et résolu, comme si elle avait déjà fait la paix avec ceux qui allaient suivre. Elle a levé son verre d'eau, juste de l'eau, pas de vin, et a dit, avant qu'Henri ne parte où que ce soit, j'aimerais porter un toast. Mon beau-frère, Richard, a ricané, le genre de ricanement qui donnait toujours l'impression qu'il était déjà à mi-chemin d'une blague à vos dépens. Eh bien, n'est-ce pas adorable? Émilie ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. À l'homme, dit-elle lentement, que vous venez tous d'essayer de congédier. La pièce est devenue encore plus silencieuse, si c'était possible. J'ai entendu la serviette de quelqu'un glisser sur une assiette. J'ai entendu le léger grincement de la botte de quelqu'un tapant contre le pied d'une chaise sous la table. J'ai entendu mon propre cœur battre dans mes oreilles, régulier, lourd, comme les vieux moteurs diesel que j'avais écoutés pendant la majeure partie de ma vie professionnelle. Le sourire de Sylvie s'est crispé, mais elle l'a gardé en place. C'est ça, le truc avec Sylvie. Elle a appris à garder un visage agréable, même quand ses yeux deviennent froids. Émilie, dit-elle, toujours sur ce ton plaisant, chérie, nous essayons juste de nous assurer que tout le monde est à l'aise. Henri a l'air fatigué. Il a eu une longue année. Il vaudrait peut-être mieux qu'il rentre chez lui se reposer. Nous nous occuperons du nettoyage. Ces mots étaient doux. Sa signification ne l'était pas. J'ai baissé les yeux sur ma serviette. Sans réfléchir, je l'ai pliée en un rectangle net, comme je le faisais toujours. Habitude. Discipline. 35 ans à faire les choses dans l'ordre parce que le monde s'écroulait quand on ne le faisait pas. Je l'ai placé à côté de mon assiette, j'ai repoussé ma chaise avec soin en me levant, et j'ai dit, je ne veux pas gâcher la soirée de qui que ce soit. Parce que c'est ce que j'avais été dans cette famille. Utile, silencieux, sans me plaindre. Un homme qui arrivait tôt et partait tard. Un homme qui payait les factures et se taisait. Sylvie a continué de sourire comme si elle avait gagné. La prise d'Émilie s'est resserrée autour de son verre. Tu ne gâches rien, a-t-elle dit. Ce qui gâche tout, c'est de prétendre que tout ça est normal. Richard a ricané. Oh, ça y est, on y est. Pas maintenant, a prévenu Sylvie. Mais son avertissement était toujours enveloppé de cette douceur de paroissienne dévouée. Je ne pouvais pas rester là et faire une scène. Pas devant sa sœur, ses cousins et les voisins de l'église Sainte-Marie qui se pointeraient le dimanche matin et me regarderaient comme si j'étais un chien errant qui s'était aventuré dans le sanctuaire. Alors, j'ai hoché la tête une fois, j'ai pris mon manteau sur le crochet près de la porte, et je suis sorti. Le froid m'a frappé comme une gifle. Les hivers à Besançon ne plaisantent pas. L'air était assez vif pour piquer l'intérieur du nez. L'allée était recouverte de neige durement tassée. Et quand je marchais, elle produisait ce craquement sec sous mes bottes, le même son que j'avais entendu 1000 fois sur les parkings de Leroy Merlin et les quais d'entrepôt. À 5 heures du matin. Je suis resté près de mon camion un instant et j'ai juste respiré. Mon souffle sortait en nuages pâles. Quelque part dans la rue, une voiture est passée, les pneus sifflant sur la neige. Je continuais d'entendre les mots d'Émilie dans ma tête. À l'homme que vous venez tous d'essayer de congédier. Ça ne sonnait pas comme de la pitié. Ça sonnait comme un avertissement. Je suis rentré à la maison lentement, les mains stables à 10h10 par pure habitude, le chauffage peinant à suivre. Les lumières de Noël le long de la rue Grande se sont brouillées derrière le pare-brise, et chaque lueur rouge et verte semblait soudainement bon marché et distante, comme si elle appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Quand je me suis garé dans notre allée, la lumière de notre Porsche était éteinte.
Cela aurait dû être mon premier signe que la soirée n'était pas terminée. À l'intérieur, la maison était sombre, à l'exception de la lueur du sapin dans le salon. Lumière blanche, ornement de bon goût, rien de trop sentimental. Sylvie n'aimait pas le désordre, même quand il s'agissait de souvenirs. J'ai accroché mon manteau, j'ai écouté et je n'ai rien entendu. Pas de télévision, pas de bruit de pas, pas de Sylvie dans la cuisine faisant cliqueter des casseroles et soupirant bruyamment comme si j'étais censé me précipiter pour m'excuser d'exister. Je me suis dirigé vers le salon et je me suis arrêté. Ma chaussette de Noël avait disparu. Pas déplacée. Pas enlevée pour une raison innocente. Disparue. À sa place, il y avait un crochet vide sur le manteau de la cheminée, comme une dent manquante. Pendant une longue minute, j'ai juste fixé ce crochet. C'était une petite chose. Mais après un certain âge, on apprend que ce ne sont jamais que les petites choses. Les petites choses sont des signaux. Les petites choses sont la façon dont les gens vous disent où vous vous situez sans le dire à voix haute. Je suis allé dans la cuisine. Sur le comptoir, il y avait une enveloppe manille avec mon nom écrit dessus de l'écriture soignée de Sylvie. Henri. Pas mon surnom. Pas chéri. Pas mon cher. Henri. Mon estomac s'est noué. J'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'ai sorti quelques pages. Ce n'étaient pas des papiers de divorce. Du moins, pas encore. C'était quelque chose de plus froid. Une liste imprimée de numéros de compte bancaire. Une note. Henri. J'ai parlé à Richard. Nous devons séparer nos finances pour l'instant, jusqu'à ce que les choses se calment. Il vaut mieux que tu n'utilises pas les cartes communes. J'essaie de nous protéger. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Nous protéger. J'ai laissé échapper un son qui n'était pas tout à fait un rire. Plutôt de l'air s'échappant d'un pneu. J'avais travaillé toute ma vie dans la logistique, à déplacer du fret, à équilibrer des plannings, à m'assurer que les bonnes choses arrivaient aux bons endroits au bon moment. J'avais été l'homme de l'ombre. Si une cargaison arrivait, personne n'applaudissait. Si elle n'arrivait pas, tout le monde criait. Et maintenant, dans ma propre maison, je regardais une liste comme si j'étais un problème à gérer. Je me suis assis à la table de la cuisine. Le bruit de la chaise semblait trop fort dans la maison silencieuse. J'ai fixé le papier jusqu'à ce que les mots se brouillent. Mon esprit est retourné en arrière, comme il le faisait toujours quand j'essayais de donner un sens à quelque chose. Je me suis souvenu d'Émilie à 16 ans, assise à la même table, la tête penchée sur une pile de brochures d'université locale, les épaules tendues parce que Richard avait promis de l'aider et ne l'avait jamais fait. Je me suis souvenu avoir glissé une enveloppe sur la table sans dire grand-chose. Pas de grand discours. Juste pour les livres. Ne discute pas avec moi. Je me souviens que Sylvie avait regardé ça en souriant, comme si elle était fière de ma générosité. Maintenant, je me demandais si elle avait été fière ou si elle avait pris des notes. Mon téléphone a vibré. Un texto de Sylvie. S'il te plaît, ne viens pas à l'église demain. Les gens sont contrariés. Parlons-en après les vacances. Je l'ai fixé. Contrarié par quoi? Que j'existe? Que je me sois montré? Que je me sois assis à une table que j'avais aidé à payer avec mon temps, mes mains, ma vie? Une autre vibration. Cette fois, c'était un message d'Émilie. Je suis désolé que tu aies dû entendre ça comme ça, mais tu dois savoir que ce n'est pas seulement à propos du dîner. S'il te plaît, réponds quand tu pourras. J'ai des preuves. De vraies preuves. Ma gorge s'est asséchée. Des preuves de quoi? J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. Les lumières du sapin clignotaient faiblement depuis la pièce voisine, comme un battement de cœur. Le radiateur a cliqueté à nouveau. Quelque part dans les murs, la maison s'est tassée et a craqué, comme si elle essayait de porter le poids de ce que je n'avais pas voulu voir. J'ai posé mon téléphone et j'ai appuyé mes paumes à plat sur la table. Mes mains rugueuses, ridées, fortes, les mêmes mains qui avaient chargé des palettes dans ma vingtaine, signé des contrats dans ma quarantaine, réparé une fuite de tuyaux sous l'évier sans appeler personne. Des mains qui avaient construit une vie. Et ce soir, ces mains tremblaient. Pas de peur. De la prise de conscience que les personnes que j'avais protégées m'avaient peut-être utilisé tout ce temps.
J'ai dégluti difficilement et j'ai murmuré dans la pièce vide, « Très bien, Sylvie. » Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai répondu à Émilie. Demain. À la brasserie Le Central sur l'avenue de la République. Midi. Raconte-moi tout. Parce que s'il y avait une chose que j'avais apprise en 35 ans à déplacer du fret à travers les tempêtes, c'était ceci, quand quelque chose ne va pas, on ne devine pas. On vérifie les documents. Et on ne le fait pas dans le noir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le réveil, comme je l'avais fait pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. L'appartement était calme de cette manière hivernale précoce. Pas encore de circulation, juste le faible bourdonnement du radiateur et le léger tic-tac de l'horloge de cuisine que j'avais acheté chez Leroy Merlin des années auparavant. Je suis resté allongé à fixer le plafond, sentant la raideur dans mes épaules et le bas de mon dos, le genre qui ne disparaît jamais vraiment une fois qu'on a passé des décennies à soulever, conduire, charger, décharger, et faire semblant que ça ne fait pas mal. Mes mains reposaient sur ma poitrine. Elles avaient l'air plus vieilles que je ne me sentais. Des doigts épais, des articulations qui n'étaient plus droites. De pâles cicatrices dont je ne me souvenais même pas de l'origine. Plus d'alliance maintenant. Je l'avais enlevé la veille et l'avais posé sur le comptoir de la cuisine, incertain de ce que signifiait continuer à la porter alors que le mariage lui-même était discrètement mis en boîte et étiqueté. Je me suis assis lentement et j'ai posé mes pieds sur le sol froid. Dehors, par la petite fenêtre de l'appartement, la neige dérivait latéralement sous un ciel gris de Franche-Comté. Pas le genre de carte postale jolie. Le genre plat et déterminé qui ne cesse de tomber. Le genre que l'on apprend à respecter si son travail dépend du maintien des routes ouvertes. J'ai préparé du café moulu bon marché, noir, fort. Sylvie se plaignait qu'il était trop amer. J'avais toujours dit que c'était comme ça qu'il devait avoir le goût. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse et j'ai senti la chaleur s'infiltrer. Un instant, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé mon esprit dériver en arrière, comme il le fait quand on essaie de comprendre comment on a atterri quelque part où on n'avait jamais prévu d'être. Je n'avais pas été un homme d'université. Pas vraiment. J'étais entré directement dans le travail d'entrepôt après le lycée, à l'époque où l'on pouvait encore gagner sa vie si l'on se présentait à l'heure et que l'on ne se plaignait pas. Chariots élévateurs, palettes, quart de 12 heures pendant la haute saison. J'ai appris très tôt que si l'on faisait bien son travail, personne ne le remarquait. Mais si l'on se trompait, il se souvenait de votre nom pour toujours. Plus tard, je suis passé à la coordination logistique et répartition, routage, surveillance des systèmes météorologiques qui traversaient le Midwest, et ajustement des plannings à la volée. Des nuits passées à regarder des moniteurs pendant que les camions avançaient dans le grésil et la pluie verglaçante. Je savais quels chauffeurs pouvaient gérer ça et lesquels devaient être retirés avant que l'orgueil ne les tue. Ce genre de travail vous entre dans les os. Il vous enseigne la patience. Il vous enseigne à rester calme pendant que tout le monde panique. Il vous enseigne à nettoyer les dégâts que vous n'avez pas faits et à passer à autre chose sans applaudissements. C'était l'homme que Sylvie a épousé. Ou du moins, c'était l'homme qu'elle disait admirer. J'ai fini mon café, j'ai enfilé mon manteau et je suis sorti. Le parking était à moitié déneigé, mes bottes craquant sur les crêtes gelées de neige alors que je marchais vers mon camion. Le même camion que j'avais depuis 10 ans maintenant. Il n'était pas joli, mais il fonctionnait, et il était payé. Cela avait toujours plus compté pour moi que le brillant. J'ai conduit vers l'avenue de la République avec le chauffage à fond et la radio à faible volume. Un bulletin agricole est passé, puis les nouvelles locales. Les mêmes voix que j'entendais depuis des décennies, familières, stables. La brasserie Le Central est apparue, son enseigne brillant d'une lueur chaude contre le ciel gris. Émilie était déjà là quand je suis entré, assise dans une banquette près de la fenêtre. Elle avait l'air fatiguée. Pas fatiguée de la gueule de bois. Fatiguée par la vie. Le genre qui s'installe quand on a retenu sa respiration trop longtemps. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Salut, Henri. J'ai hoché la tête. Bonjour. Nous avons commandé sans beaucoup parler. Des burgers, des frites. Elle a insisté pour payer, et je n'ai pas discuté. Parfois, la dignité, c'est savoir quand laisser quelqu'un d'autre payer l'addition. Pendant 1 minute, nous sommes restés assis là. Les bruits de l'endroit remplissaient l'espace entre nous, le grésillement du grill, le cliquetis des plateaux, le faible murmure des autres conversations. Finalement,
Émilie a dit, je sais que tu te demandes probablement pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait hier soir. C'est vrai, ai-je dit, mais je suppose aussi que tu ne te serais pas levé s'il n'y avait pas plus que ça. Elle a expiré lentement. Il y a plus. Elle a sorti son téléphone de son sac, puis a hésité. Avant que je te montre quoi que ce soit, a-t-elle dit, j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai attendu. Tu as toujours été là, a-t-elle dit. Pas bruyant, pas accent grave l'œil, juste là. Quand papa est mort, tout le monde a promis des choses. Toi, tu as vraiment tenu parole. Ma poitrine s'est serrée. Elle a fait glisser une petite enveloppe sur la table. Elle était froissée et douce sur les bords, comme si elle avait été beaucoup manipulée. J'ai trouvé ça il y a des années, a-t-elle dit. Maman n'a jamais su que je savais. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, il y avait un reçu, un ancien paiement de frais de scolarité. Mon nom en bas. Je me souviens que tu avais dit que c'était juste un prêt, a dit Émilie doucement. Mais tu ne l'as jamais réclamé. J'ai dégluti. Tu en avais besoin. Elle a hoché la tête. Richard avait promis de m'aider. Il ne l'a pas fait. Toi, si. Elle a de nouveau fouillé dans son sac et en a sorti une petite boîte, la posant doucement devant moi. Mon cœur a commencé à battre la chamade avant même que je l'ouvre. À l'intérieur, il y avait une montre. Bracelet en cuir usé, cadran rayé. La montre de son père. Je ne savais pas que tu l'avais encore, ai-je dit. Je ne savais pas que tu l'avais gardée toutes ces années, a-t-elle répondu. Tu l'as réparé. Tu as remplacé le bracelet. Tu ne l'as jamais porté. Je ne me sentais pas le droit, ai-je dit. Elle n'était pas à moi. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. C'est ça le truc, Henri. Tu ne prends jamais ce qui n'est pas à toi. Et maman et Richard, ils ne fonctionnent pas comme ça. Voilà. Elle a déverrouillé son téléphone et l'a tourné vers moi. Relevé bancaire, capture d'écran, date, montant. Des virements qui ne correspondaient pas. Richard a utilisé ton nom, a-t-elle dit. Ton crédit, ton historique. Maman savait. Peut-être pas tous les détails, mais assez. Mon estomac s'est noué. Je les ai entendus parler en octobre dernier, a-t-elle continué. Ils prévoyaient de te faire passer pour irresponsable, pour donner l'impression que tu ne pouvais plus gérer les choses. Comme ça, quand les choses exploseraient, ça ne leur retomberait pas dessus. J'ai fixé l'écran, puis mes mains posées sur la table. Des mains qui avaient signé des papiers sans lire chaque ligne parce que je faisais confiance aux personnes en face de moi. Des mains qui avaient résolu des problèmes discrètement pour que personne d'autre n'ait à le faire. Depuis combien de temps, ai-je demandé. La voix d'Émilie s'est brisée. Assez longtemps. Je me suis adossé dans la banquette et j'ai laissé le bruit de la brasserie m'envahir. Des familles qui rient, des enfants qui laissent tomber des frites. La vie normale, qui continuait comme si la mienne ne venait pas de basculer. Une partie de moi voulait exploser, retourner dans cette maison pour exiger des réponses, crier jusqu'à en perdre la voix. Mais une autre partie, celle qui avait fait avancer les camions à travers les blizzards, savait qu'il ne fallait pas. Tu as des copies de tout, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Oui. Et il y a plus. Un message vocal. Je ne l'ai pas apporté aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Nous allons faire ça de la bonne manière. Elle a cligné des yeux. Tu n'es pas en colère? Si, ai-je dit. Mais la colère vous rend négligent. Elle a laissé échapper un souffle tremblant, mi-rire, mi-sanglot. J'avais peur que tu me détestes pour avoir parlé, a-t-elle admis. J'ai secoué la tête. Tu as fait la chose la plus difficile qui soit. Qu'est-ce que c'est? Choisir la vérité quand elle vous coûte quelque chose. Nous sommes restés assis là un moment de plus, le poids de tout cela s'installant. Dehors, la neige continuait de tomber, mais j'ai remarqué quelque chose alors, comment le chasse-neige était repassé dans le parking, repoussant le désordre, dégageant un chemin là où il n'y en avait pas eu auparavant. J'ai pris la montre et j'ai refermé la boîte. Émilie, ai-je dit, il y a une vente aux enchères caritatives à Sainte-Marie le mois prochain, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête lentement. Oui. Pourquoi?
Parce que, ai-je dit, s'il voulait rendre cela public, alors c'est en public que la vérité doit être dite. Ses yeux se sont écarquillés, non pas de peur, mais de compréhension. D'accord, a-t-elle dit doucement. Je suis avec toi. J'ai payé pour ma recharge de café et je me suis levé, me sentant plus stable que je ne l'avais été depuis des jours. Alors que nous sortions dans le froid, j'ai fléchi les doigts à l'intérieur de mes gants. Ses mains avaient porté beaucoup de choses. Elle n'avait pas encore fini. Le parking à l'extérieur de la brasserie Le Central était à moitié verglacé, à moitié gadou. Émilie a fait un signe de la main avant de se diriger vers sa voiture, et je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle s'engage sur l'avenue de la République et disparaisse dans le trafic gris de l'après-midi. Puis je me suis assis dans mon camion, le moteur tournant au ralenti, les mains sur le volant, regardant droit devant moi. Pendant des années, chaque fois que quelque chose n'allait pas au travail, mon premier instinct avait été d'ouvrir le dossier, de vérifier les registres, de comparer les horodatages, de trouver l'écart. C'est donc ce que j'ai fait maintenant. Le Crédit Mutuel était à 5 km de là. J'y suis allé lentement, laissant le chauffage réchauffer mes doigts, rejouant les mots d'Émilie dans ma tête. Utilisant ton nom, ton historique, donnant l'impression que tu perds des pieds. Le bâtiment avait la même apparence que toujours, extérieur en briques, grande porte vitrée, drapeau à l'avant claquant au vent. J'avais franchi ces portes des dizaines de fois au fil des ans. Hypothèque, refinancement, épargne pour les études. Des choses petites, ennuyeuses, responsables. À l'intérieur, ça sentait le nettoyant pour moquette et le café brûlé. Une file de gens attendait tranquillement, manteaux zippés, yeux baissés. La politesse franc-comtoise. Quand ce fut mon tour, je me suis approché du comptoir. La caissière, une jeune femme d'environ 25 ans, a souri professionnellement. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Je dois vérifier l'activité sur mes comptes, ai-je dit. Conjoint et individuel. Elle a hoché la tête et a tapé, les doigts rapides. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. J'ai fait glisser mon permis de conduire. Elle y a jeté un coup d'œil, puis à l'écran, puis de nouveau à moi. Quelque chose a changé dans son expression. Pas de l'alarme, pas de la suspicion. De la pitié. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Je vais chercher un responsable, a-t-elle dit doucement, comme si elle parlait à quelqu'un qui pourrait se briser. Je suis resté là pendant qu'elle s'éloignait, le faible murmure des imprimantes et des claviers remplissant l'espace. Ma mâchoire s'est crispée. J'avais été engueulé par des superviseurs, insulté par des chauffeurs, blâmé pour des retards météorologiques que je ne pouvais pas contrôler. Mais personne ne m'avait jamais regardé comme ça. Le responsable s'est présenté comme étant Benoît. Début de la trentaine, coupe de cheveux soignée, mains propres. Monsieur Marchand, a-t-il dit, me conduisant à un petit bureau. Il y a quelques irrégularités que nous devrions examiner. Irrégularités. Il a tourné le moniteur vers moi et a commencé à faire défiler. Date, montant, virement et des lignes de chiffres qui racontaient une histoire que je n'aimais pas. Ici, a-t-il dit en montrant du doigt. Cette ligne de crédit a été étendue en utilisant votre avoir propre conjoint. Je n'ai pas autorisé ça, ai-je dit. Il semble que votre signature ait été apposée électroniquement, a-t-il répondu prudemment. Depuis un appareil associé à votre foyer. Ma poitrine s'est serrée. Quand? Octobre. Plusieurs transactions depuis. Octobre, Émilie a dit qu'elle les avait entendues. Benoît a cliqué à nouveau. Et ceci, a-t-il continué, est une garantie que vous avez fournie pour un prêt de petite entreprise. Je ne possède pas d'entreprise, ai-je dit. Non, monsieur, a-t-il dit, mais votre beau-frère en possède une. Richard. Le nom pesait lourdement entre nous. Benoît a hésité, puis a ajouté, il y a aussi un achat d'actifs lié à ce prêt. Il a affiché une photo. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce que je regardais. Un bateau ponton amarré quelque part au soleil, blanc et bleu, un nom peint sur le côté en lettres bouclées. La belle vie. Je l'ai fixé, puis j'ai laissé échapper un souffle court et sans humour. Bien sûr, ai-je dit. Pourquoi pas? Benoît s'est agité sur sa chaise. Monsieur Marchand, je veux être clair. Si ces obligations ne sont pas respectées,
la responsabilité pourrait vous incomber. C'était le plan, ai-je dit doucement. Il a cligné des yeux. Monsieur? J'ai secoué la tête. Rien. Quelles sont mes options? Nous avons parlé pendant près d'une heure, gelant les comptes, plaçant des alertes, documentant tout. Benoît a expliqué les choses lentement, respectueusement, mais le mal était déjà fait. Pas financier, encore. Personnel. En signant les papiers, ma main ne tremblait pas. J'avais signé des contrats valant plus que ça dans ma carrière, mais chaque signature me donnait l'impression de regagner du terrain, centimètre par centimètre. Quand j'ai eu fini, Benoît s'est levé et m'a tendu la main. Je suis désolé que vous ayez à gérer ça. Je l'ai prise. Sa poignée était ferme mais incertaine, comme s'il n'avait pas l'habitude de serrer la main d'hommes qui portaient leur fardeau en silence. Moi aussi, ai-je dit. Dehors, le vent s'était levé. La neige soufflait latéralement sur le parking, me piquant le visage alors que je retournais au camion. Je me suis assis derrière le volant et je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. J'ai pensé au bateau ponton, à Richard se prélassant quelque part en été, un verre à la main, mon nom garantissant ces bons moments pendant que je grattais la glace des pare-brises et comptais mes sous à l'épicerie. J'ai ri alors, un vrai rire, vif et amer. À la maison où ce qui était autrefois la maison, j'ai essayé la clé par habitude. Elle n'a pas tourné. Je suis resté sur le porche, la neige s'accumulant sur mes épaules, fixant la serrure comme si elle pouvait changer d'avis. J'ai frappé une fois. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Sylvie a ouvert la porte juste assez pour me bloquer avec son corps. Oh, a-t-elle dit, comme si elle ne m'attendait pas. Je pensais que tu restais ailleurs. J'ai besoin de mes papiers, ai-je dit. Acte de naissance, dossiers fiscaux. Elle a croisé les bras. Ce n'est pas le bon moment. Quand est-ce que ce le sera, ai-je demandé. Elle a soupiré, le son las qu'elle utilisait devant ses amis de l'église. Henri, tu es difficile. Nous en avons parlé. Non, ai-je dit. C'est toi qui as décidé. Ses yeux se sont durcis. Tu es contrarié. Je comprends. Mais Richard a besoin de stabilité en ce moment. Voilà. J'ai hoché la tête lentement. Moi aussi. Elle a ricané. Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. Celle-là a fait mouche. Je me suis retourné et je suis retourné à mon camion sans un mot de plus. Cette nuit-là, dans l'appartement, j'ai tout étalé sur la table. Relevés, copies, notes, dates. Je les ai alignés comme des plannings de fret, cherchant des schémas. C'était bâclé. Richard avait compté sur mon silence, ma patience, mon habitude de régler les choses discrètement. Sylvie avait compté sur ma dignité pour m'empêcher de me battre. J'ai pensé à Émilie se levant à cette table, à la montre dans la poche de mon manteau. J'ai appelé un numéro que Benoît m'avait donné, un expert comptable judiciaire recommandé pour des situations comme la mienne. La messagerie vocale s'est déclenchée. Ici Marc Dubois. J'ai attendu le bip et j'ai dit, je m'appelle Henri Marchand. Je pense que ma famille a essayé de m'enterrer financièrement. J'aimerais creuser. J'ai raccroché et je me suis adossé sur ma chaise. Dehors, la neige s'entassait contre la fenêtre, épaisse et implacable. Mais je savais quelque chose qu'il ne savait pas. La neige fond. Et quand elle fond, tout ce qui se trouve en dessous apparaît. Marc Dubois m'a rappelé le lendemain matin, pile à l'heure. C'était important pour moi. Les gens qui rappellent alors respectent généralement le travail. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Il n'a pas promis de miracle. Il n'a pas haussé la voix ni utilisé de grands mots. Il a demandé des documents, des chronologies, un accès. Quand il a dit, ça ne sera pas rapide, je l'ai cru. Quand il a dit, mais c'est réparable, j'ai senti mes épaules se détendre pour la première fois depuis des jours. Après avoir raccroché, j'ai fait un saut rapide pour prendre de l'essence et une tasse de café qui avait le goût d'avoir été infusée à une époque durant l'administration Carter. Je suis resté là, près de la pompe, le vent traversant ma veste, regardant les chiffres grimper sur l'écran. J'avais passé ma vie à suivre des chiffres. Maintenant, je les regardais comme s'ils pouvaient se retourner contre moi. Mon téléphone a vibré. Émilie.
As-tu du temps aujourd'hui? J'ai trouvé autre chose. Nous nous sommes retrouvés à la brasserie Le Central. Même banquette, même fenêtre. La neige s'entassait contre le trottoir à l'extérieur, sale sur les bords là où les pneus l'avaient mâché. Émilie avait l'air plus nerveuse cette fois. Elle s'est glissée dans la banquette, a entouré sa tasse de ses deux mains et a fixé le dessus de la table comme s'il pouvait lui donner la permission de parler. Je ne voulais pas faire ça, a-t-elle dit. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas ma place. La vérité n'est généralement pas pratique, ai-je dit. Elle a esquissé un petit sourire triste. Je suis allé chez maman la semaine dernière pour l'aider à organiser la chambre d'amis, a-t-elle continué. Richard l'utilisait. Il a laissé son ordinateur portable ouvert. Je ne fouinais pas, je le jure, mais un message est apparu. Elle a sorti son téléphone et a joué un enregistrement. La voix de Richard a rempli l'espace de la banquette, basse et assurée. Une fois qu'Henri ne sera plus dans le décor, tout s'arrange. Il est stable. Personne ne le remet en question. C'est ça la beauté de la chose. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Émilie a arrêté l'enregistrement et m'a regardé. Il y a plus. Elle a ouvert un dossier sur son téléphone, des captures d'écran de mails, de messages, de feuilles de calcul. Richard exposant les paiements, Sylvie répondant avec des phrases prudentes et non engageantes. Assez pour montrer qu'elle n'était pas ignorante. Assez pour montrer qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai tout sauvegardé, a dit Émilie. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me suis adossé et j'ai fermé les yeux un instant. En arrière-plan, quelqu'un a ri au comptoir. Un plateau a cliqueté. La vie continuait. Quand as-tu décidé de te lever, ai-je demandé. Sa voix a baissé. Quand maman m'a dit qu'elle était soulagée que tu partes enfin. Elle l'a dit comme si c'était attendu depuis longtemps. J'ai hoché la tête lentement. Elle a alors fouillé dans son sac et a de nouveau sorti la petite boîte, l'a posée entre nous. Je veux que tu l'aies, a-t-elle dit. Je l'ai déjà, ai-je répondu. Elle a secoué la tête. Je veux dire, l'avoir vraiment. Pas seulement la garder en sécurité pour quelqu'un d'autre. J'ai ouvert la boîte. La montre était là, silencieuse et lourde. Je l'ai passée à mon poignet. Le bracelet était usé, mais il m'allait. Émilie a dégluti. Mon père t'aurait bien aimé. Ça a suffi. Je me suis raclé la gorge et j'ai détourné le regard vers la fenêtre. Dehors, un chasse-neige est passé en grondant, grattant la glace de la rue, des étincelles jaillissant brièvement là où le métal rencontrait le bitume. Merci, ai-je dit, de m'avoir fait confiance. Elle a hoché la tête. Je dois te dire autre chose. Je me suis retourné. Richard a parlé de la vente aux enchères caritatives à Sainte-Marie. Il en est fier. Il dit que ça lui donnera une apparence légitime. Mon pouce est accéléré. C'est un grand événement, a-t-elle continué. Tout le monde de l'église sera là. Les sponsors, les donateurs, les gens qui ont cru sa parole plutôt que la tienne sans poser de questions. Je suis resté très immobile. Henri, a-t-elle dit prudemment. Si tu comptes dire quelque chose, c'est l'endroit. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais resté silencieux parce que c'était plus facile, parce que c'était plus propre, parce que ça laissait les autres dormir la nuit. Je ne veux embarrasser personne, ai-je dit finalement. Émilie a croisé mon regard. Ils t'ont déjà embarrassé. Cette nuit-là, seul dans l'appartement, j'ai tout étalé à nouveau. Relevé bancaire, email, l'enregistrement. La montre à mon poignet, son tic-tac régulier. J'ai appelé Marc Dubois et je lui ai exposé les nouvelles preuves. Il a écouté, a posé quelques questions, puis a dit, si vous voulez que cela soit public, vous devez être précis. Je ne veux pas de spectacle, ai-je dit. Je veux la vérité. Alors il vous faudra de la patience, a-t-il répondu. De la patience, j'en avais. Ce que je n'avais plus, c'était une protection. Et c'était bien comme ça. Au cours des 2 semaines suivantes, les choses se sont resserrées. Compte bloqué, garantie retirée lorsque c'était légalement possible, notifications envoyées. Le filet de sécurité que j'avais discrètement tendu pendant des années a disparu. Richard l'a remarqué.
J'ai reçu 3 appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Je n'ai pas répondu. Sylvie a envoyé un texto. Tu fais peur aux gens. C'est inutile. Je n'ai pas répondu. Émilie a appelé une fois, la voix tremblante. Richard m'a offert de l'argent. L'as-tu pris, ai-je demandé. Non, a-t-elle dit. Je l'ai enregistré. Bien, ai-je pensé. Très bien. La nuit avant la vente aux enchères, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis assis à la petite table de la cuisine, les lumières éteintes, regardant la neige tomber à la lueur du lampadaire. Chaque flocon descendait lentement et doucement, s'accumulant silencieusement. C'est comme ça que les choses s'effondrent vraiment, ai-je réalisé. Pas avec du bruit. Avec du poids. J'ai pensé à l'homme que j'avais été à cette table de Noël, pliant une serviette, me levant sans hausser la voix. J'ai pensé à l'homme que j'étais maintenant, toujours silencieux, mais plus disposé à être déplacé. J'ai mis mon réveil pour le petit matin et je me suis enfin couché. Alors que le sommeil venait, une pensée est restée avec moi, régulière comme un métronome. Ils voulaient que je parte. Ils n'ont jamais demandé ce qui arriverait quand j'arrêterais de tout maintenir ensemble. La semaine avant la vente aux enchères a semblé être la plus longue période de l'hiver dont je pouvais me souvenir. Non pas à cause de la neige, bien qu'il y en ait eu beaucoup, mais à cause du silence. Un vrai silence. Le genre qui s'installe quand on cesse d'être utile à des gens qui ne vous aimaient que lorsque vous portiez leur fardeau. L'appartement que j'avais loué était propre et bon marché. Mur beige, moquette fine, une table de cuisine juste assez grande pour une personne. Le soir, je mangeais des dîners de la section surgelés au pain de viande, rôti en pot, des choses qui avaient le goût de quelque chose que quelqu'un avait autrefois essayé de rendre réconfortant. J'étais assis seul, fourchette à la main, la télévision en sourdine, regardant la météo défiler en bas de l'écran. Sylvie, pendant ce temps, publiait des photos, souriant aux ventes de pâtisserie de l'église, se tenant à côté de Richard lors des réunions de comité. Des hashtags sur la gratitude et les bénédictions. Des gens que je connaissais depuis des années cliquaient, j'aime, sans y penser à 2 fois. Cette partie m'a fait plus mal que prévu. Marc Dubois m'avait prévenu que ce serait le cas. Quand vous cessez de couvrir les gens, avait-il dit au téléphone, ils paniquent. Quand ils paniquent, ils deviennent bruyants. Restez silencieux. Laissez-les montrer qui ils sont. Richard l'a montré rapidement. Le premier message vocal est arrivé tard un soir. Henri, mon pote, a dit Richard, la voix mielleuse. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous sommes une famille. Aucune raison d'impliquer des étrangers. Je l'ai supprimé. Le deuxième appel n'était pas si poli. Tu te crois plus malin que tout le monde, a-t-il lâché. Tu vas ruiner Sylvie. Celui-là, je l'ai gardé. Sylvie a essayé une approche différente. Elle s'est présentée à l'appartement à l'improviste, ses talons claquant dans le couloir comme si l'endroit lui appartenait. Tu t'isoles, a-t-elle dit, se tenant dans l'embrasure de ma porte. Les gens parlent. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Il parlait déjà. Elle a soupiré de manière dramatique. Henri, s'il te plaît. Richard est sous une grande pression. Moi aussi, ai-je répondu. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait plus. Tu es cruel, a-t-elle dit. J'ai failli rire. Être cruel, ça aurait été de crier. Être cruel, ça aurait été une vengeance alimentée par la rage. Tout ce que j'avais fait, c'était d'arrêter de les protéger des conséquences de leurs propres décisions. Après son départ, je me suis assis à la table et j'ai regardé mes mains. Elles semblaient plus stables maintenant. Marc et moi avons tout examiné méthodiquement. Les dates correspondaient. Les virements menaient à Richard. Les garanties et les miennes avaient été la clé de voûte. Les enlever, et toute la structure vacillait. La belle vie de Richard commençait à se fissurer. Des sponsors se sont retirés. Un fournisseur a appelé pour exiger un paiement. Quelqu'un a posé des questions auxquelles Richard ne pouvait pas répondre sans mentir. Émilie a appelé un après-midi, la voix tendue. Il m'a coincé dans le parking de l'église, a-t-elle dit. Il a dit que je lui devais la loyauté. Que as-tu dit, ai-je demandé. J'ai dit que je devais plus à la vérité.
Il y a eu une pause. Il m'a offert 10 000 euros, a-t-elle ajouté doucement. J'ai fermé les yeux. Et tu as? Non, a-t-elle dit. Je l'ai enregistré comme tu me l'as dit. Bien. Cette nuit-là, je ne pouvais pas rester en place. J'ai fait les 100 pas dans l'appartement, écoutant le vent battre contre les fenêtres. Mon téléphone a vibré encore et encore avec des messages que je n'ai pas ouverts. Un instant, j'ai pensé à appeler Richard, à lui dire exactement ce que je pensais de lui, à tout déballer. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis souvenu des longues nuits au dispatching, quand les esprits s'échauffaient, que les chauffeurs criaient et que les délais approchaient. Les hommes qui survivaient étaient ceux qui attendaient, qui laissaient le système fonctionner. Il ne s'agissait pas d'une vengeance qui brûle intensément. C'était une vengeance qui tient bon. Le jour de la vente aux enchères est arrivé, enveloppé de nuages gris et de neige tombante. Je me suis habillé avec soin, pantalon foncé, chemise propre, veste repassée. Non pas pour impressionner, juste pour être correct. La montre qu'Émilie m'avait donnée pesait lourdement à mon poignet, son tic-tac régulier. Je suis arrivé tôt et je me suis garé à un pâté de maison, j'ai fait le reste du chemin à pied, mes bottes craquant doucement sur le trottoir. La salle paroissiale de Sainte-Marie brillait d'une lueur chaude contre le froid, des lumières s'échappant par les fenêtres. À l'intérieur, les voix montaient et descendaient en vagues amicales. L'odeur de café et de pâtisserie s'échappait chaque fois que la porte s'ouvrait. Je suis resté dehors un moment, respirant l'air froid. C'était la pièce où ils avaient décidé qui comptait. Je suis entré. Richard était déjà en train de travailler la foule, riant trop fort, serrant des mains comme un politicien. Sylvie se tenait à proximité, hochant la tête, souriant, jouant un rôle. Aucun d'eux ne m'a vu au début. J'ai pris un siège près du fond, assez près pour entendre, assez loin pour observer. La vente aux enchères a commencé. Panier, carte cadeau, escapade de week-end. Applaudissements, rires. Richard a pris le micro, la voix résonnant de confiance. Communauté, a-t-il dit. Confiance. Donner en retour. Chaque mot sonnait comme un mensonge à mes oreilles. Puis il m'a repéré. Pendant une fraction de seconde, son sourire a vacillé. Il s'est repris rapidement. Trop rapidement. Eh bien, regardez qui a décidé de se joindre à nous, a-t-il dit en ricanant. Henri Marchand, tout le monde. Quelques têtes se sont tournées. Des murmures ont parcouru la salle. Je me suis levé, ni pressé, ni en colère, et j'ai marché vers l'avant. Richard s'est penché plus près, baissant la voix. Ne fais pas ça. J'ai croisé son regard. Je ne fais rien. C'est toi qui as déjà tout fait. J'ai posé un dossier sur la table à côté du microphone. Épais, lourd, réel. La salle s'est tue. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, ai-je dit calmement. Je veux juste clarifier quelque chose avant que plus d'argent ne change de main. Sylvie s'est avancée, la main tendue vers mon bras. Henri, s'il te plaît. Je me suis doucement écarté. Richard a essayé de rire pour s'en sortir. Ce n'est pas l'endroit. Si, ai-je dit. Parce que c'est ici que la confiance est censée vivre. J'ai ouvert le dossier. Les papiers ont bruissé. Nom, numéro, date. Un étalage silencieux, ni tranchant, ni dramatique, juste lourd. Le genre auquel on ne peut pas échapper. Richard a cessé de sourire. Sylvie a cessé de respirer. Et pour la première fois depuis Noël, j'ai senti quelque chose se soulever de ma poitrine. Pas du soulagement, pas de la victoire. Juste le sol solide de la vérité sous mes pieds. Le silence dans la salle paroissiale de Sainte-Marie ne s'est pas abattu d'un seul coup. Il s'est répandu comme le froid rampant sur un sol en béton. Les gens se sont penchés en avant sur leurs chaises pliantes. Quelqu'un près de la table des rafraîchissements a cessé de remuer son café. La bénévole de la vente aux enchères s'est figée avec un presse-papier à moitié levé, les yeux allant de moi à Richard. Je pouvais entendre le bourdonnement des néons au-dessus de ma tête. Richard a essayé de rire. Henri a toujours été dramatique, a-t-il dit en forçant un sourire. Vous le savez tous. Personne n'a ri avec lui. J'ai ouvert le dossier et j'ai posé les papiers à plat sur la table,
de sorte que la première page soit tournée vers la foule. Ce sont des relevés bancaires, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Des comptes conjoints à mon nom, des garanties que je n'ai pas autorisées, et des virements acheminés par une entreprise appartenant à Richard Dalton. Un murmure a parcouru la salle. Le sourire de Richard a glissé. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai tourné une page. 12 octobre. Ligne de crédit sur valeur domiciliaire activée. Le même jour, Richard a versé un acompte sur un bateau ponton nommé La Belle Vie. Ce nom a suffi. Quelqu'un dans la deuxième rangée a eu un souffle court. Un homme près du mur a secoué la tête lentement, comme s'il venait de perdre un pari qu'il n'aurait pas dû faire. Sylvie s'est approchée, sa voix basse et urgente. Henri, s'il te plaît. Nous pouvons en parler plus tard. Tu te mets dans l'embarras. Je l'ai regardée, puis je l'ai vraiment regardée. Elle n'avait pas peur pour moi. Elle avait peur d'être vue. Il ne s'agit pas d'embarras, ai-je dit. Il s'agit d'argent pris sous de faux prétextes. Richard s'est penché vers le micro, la colère brillant sur son visage. Tu déformes les choses. Je ne fais que les lire, ai-je répondu, en levant une autre page. Ceci est votre email. Ceci est votre signature. Et ceci, j'ai marqué une pause, est un message vocal où vous avez expliqué le plan. J'ai fait un signe de tête vers Émilie. Elle s'est levée. Le bruit de sa chaise raclant le sol a résonné dans la salle comme un coup de feu. Je l'ai enregistré, a-t-elle dit, sa voix tremblante mais claire. Richard m'a offert de l'argent pour que je me taise. 10 000 euros. Un hoquet de surprise a parcouru la foule. Richard s'est tourné vers elle. Espèce de petite. Assez, a dit quelqu'un d'une voix sèche depuis le fond. Je n'ai pas reconnu la voix au début. Puis je l'ai vu se lever, un homme du comité des finances de l'église. Cheveux blancs, lunettes épaisses, le genre d'homme en qui les gens avaient confiance parce qu'il n'élevait jamais la voix. Richard, a-t-il dit, est-ce vrai? Richard a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Sylvie a de nouveau tendu la main vers moi, ses doigts frôlant ma manche. Henri, arrête. Tu fais du mal aux gens. Je me suis écarté. C'est vous qui leur avez déjà fait du mal, ai-je dit doucement. J'ai simplement arrêté de le porter pour vous. J'ai fait glisser la dernière page vers l'avant. Ceci est une autorisation de retrait, ai-je continué. Signée électroniquement depuis notre réseau domestique pendant que je dormais. La salle semblait retenir son souffle. Les épaules de Richard se sont affaissées. Le combat l'a quitté d'un seul coup. J'allais arranger ça, a-t-il marmonné. Personne n'a répondu. La bénévole de la vente aux enchères s'est raclé la gorge. Je pense que nous devons faire une pause. Quelques personnes ont hoché la tête. D'autres ont fixé le sol. Sylvie a finalement craqué. Elle a attrapé ma main, la serrant fort, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Henri, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai doucement libéré ma main. Non, ai-je dit. J'en ai fini de ne pas faire les choses. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. J'ai fermé le dossier et j'ai reculé. Je ne demande pas le pardon, ai-je dit à la salle. Je demande que la vérité soit vue. Ce qui se passera ensuite dépendra des voies appropriées. Je me suis retourné et j'ai descendu l'allée. Personne ne m'a arrêté. Dehors, l'air froid a frappé mon visage, vif et pur. Je suis resté sur les marches de la salle paroissiale, mon souffle formant de la buée, écoutant la confusion étouffée à l'intérieur. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais léger. Pas heureux. Léger. Mon téléphone a vibré. Un texto de Marc Dubois. J'ai entendu dire que les choses ont peut-être bougé plus vite que prévu. Bien. Restez disponible. J'ai répondu par un seul mot. Fait. Émilie est sortie une minute plus tard, le manteau serré autour de ses épaules. Ça va, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Et toi? Elle a laissé échapper un rire tremblant. Je crois que oui. Nous sommes restés là ensemble, regardant la neige dériver sous les lampadaires. À l'intérieur, la vente aux enchères n'a pas repris. Certaines choses ne reprennent pas.
En retournant à l'appartement, je suis passé près du Doubs. Il était encore principalement gelé, mais des fissures s'étaient formées le long des bords là où le courant poussait. De l'eau qui bouge sous la glace. Je savais ce qui allait se passer ensuite. Des enquêtes, des conversations, des conséquences. Mais c'était pour demain. Ce soir, j'ai un peu baissé la vitre et j'ai laissé l'air froid entrer. Je voulais le sentir, parce que pour la première fois depuis ce dîner de Noël, le froid ne semblait pas être une punition. Il ressemblait à de la clarté. L'hiver ne s'est pas terminé d'un seul coup. Il ne le fait jamais en Franche-Comté. La neige est restée tenace le long des trottoirs pendant des semaines après la vente aux enchères, grise et tassée, comme si elle avait besoin de temps pour accepter que les choses avaient changé. Les enquêtes ont progressé discrètement. Les comités de l'église se sont réunis à huis clos. Richard a cessé de répondre aux appels. Sylvie a cessé de publier des photos. J'ai entendu des bribes par d'autres personnes, jamais directement. Cela me convenait. Je me suis concentré sur des choses pratiques, fermer des comptes, mettre à jour des documents, m'asseoir avec Marc Dubois pendant qu'il m'expliquait ce qui était récupérable et ce qui ne l'était pas. Une partie de l'argent est revenue, une autre non. J'ai appris à être en paix avec ça. On ne mesure pas la justice en euros. On la mesure à ce qu'on cesse de vous prendre. L'appartement a commencé à sembler moins temporaire. J'ai acheté une deuxième chaise, j'ai accroché un calendrier au mur, j'ai réparé une charnière de placard lâche sans en parler à personne. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Un après-midi de début mars, la neige a finalement commencé à se retirer des bords du Doubs. De l'eau sombre est apparue en longues courbes lentes, se déplaçant régulièrement sous la glace comme elle l'avait fait tout l'hiver. Je suis resté sur la promenade de la rivière, les mains dans les poches, la regardant s'écouler. Sylvie m'a appelé ce soir-là. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Sa voix semblait plus petite. Fatiguée. Henri, a-t-elle dit. Je voulais juste dire. Je suis désolé. J'ai attendu. Pour la façon dont les choses se sont passées, a-t-elle ajouté rapidement. Pour la façon dont les gens parlent maintenant. J'ai regardé par la fenêtre le parking où la gadoue s'accumulait sous le lampadaire. Je suis aussi désolé pour moi-même, ai-je dit. D'être resté silencieux plus longtemps que je n'aurais dû. Elle ne savait pas quoi faire de ça. Je pensais qu'on pourrait se voir, a-t-elle dit. Pour en parler. Je ne pense pas que ça aiderait l'un ou l'autre, ai-je répondu. Il y a eu une pause, puis un soupir. Prends soin de toi, a-t-elle dit. Toi aussi, ai-je répondu. Et je le pensais, mais pas de la manière qu'elle voulait. Les vendredis soirs, j'ai commencé à retourner à la section locale de l'UNC. Même bâtiment, même sol éraflé, même café qui avait le goût d'avoir été réchauffé une fois de trop. Des hommes de mon âge et plus âgés étaient assis autour de table, parlant de la météo, des genoux, des petits-enfants et des camions qu'ils avaient possédés. Personne ne m'a demandé ce qui s'était passé. Ils n'en avaient pas besoin. Un soir, Émilie est entrée avec un petit garçon lui tenant la main. Il ne pouvait pas avoir plus de 4 ans. Joues rouges, bonnet en tricot glissant sur ses yeux. Henri, a-t-elle dit doucement. Voici Ben. Il m'a regardé comme s'il essayait de décider si j'étais sûr. Je me suis un peu accroupi à son niveau. Salut, Ben. Il a hoché la tête une fois, sérieux comme tout. Émilie a souri. Il voulait venir dire bonjour. Nous sommes restés assis ensemble un moment. Ben a colorié sur une serviette avec des crayons que quelqu'un a trouvés dans un tiroir. Émilie a parlé de son travail, de l'avenir, du fait qu'elle dormait mieux. Quand ils sont partis, elle m'a serré le bras. Merci, a-t-elle dit. Pourquoi, ai-je demandé. Pour m'avoir montré que le silence ne signifie pas la faiblesse. Je suis resté à la table longtemps après leur départ, regardant la porte se refermer derrière eux. La montre à mon poignet, son tic-tac régulier. Le printemps est venu lentement après ça. La rivière s'est libérée. Les trottoirs se sont dégagés. Les gens ont cessé de porter des bottes partout où ils allaient. Un matin, je me tenais dans ma cuisine avec la fenêtre entr'ouverte, écoutant des oiseaux que je n'avais pas entendus depuis des mois. J'ai versé du café, je me suis appuyé contre le comptoir, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps.
La paix. Pas le genre qui vient de la victoire. Le genre qui vient du fait de ne plus porter de mensonges. J'ai repensé à cette table de Noël, à la façon dont Sylvie avait souri en me demandant de partir, à la façon dont j'avais plié ma serviette et été sorti sans un mot. Je ne regrettais pas ma retenue. Je regrettais seulement le temps qu'il m'avait fallu pour tracer une limite. Voici ce que j'ai appris, si cela a une quelconque valeur pour vous, le monde ne vous doit pas la gentillesse simplement parce que vous êtes quelqu'un de bien. Mais la droiture, la vraie droiture, vous laisse dormir la nuit quand le bruit s'estompe.